Dans l'actualité ce soir, renforcement de la coopération parlementaire entre le Burkina Faso et le Mali. Le président du Conseil national de la transition du Mali est en visite à Ouagadougou. Malick Diaw a été accueilli par son homologue Ousmane Bougma. Toutes les images dans ce journal. Une commission de régulation des dysfonctionnements dans la fonction publique, elle a été créée ce mercredi en Conseil des ministres. Directement rattachée au cabinet du chef de l'État, cette nouvelle structure envisage à corriger les impairs et autres boulots d'étranglement qui entravent le bon fonctionnement de l'administration publique et ses démembrements. À la SECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, c'est l'heure de redevabilité. Les 19 pays membres se sont donné rendez-vous à Ouagadougou à travers le conseil d'administration. Le bilan est plutôt appréciable. L'agence annonce fièrement un bénéfice de 50 milliards de francs CFA pour l'exercice de 2023. Voilà, pour les grandes articulations de ce journal, bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre. À l'aéroport international de Ouagadougou ce mercredi, un invité de marque en la personne du président du Conseil national de la transition du Mali, Malick Diaw, a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue burkinabé Dr Ousmane Bougma, accompagné des membres de son bureau. Les deux parlements veulent renforcer leur coopération à travers cette visite de 72 heures. Arsène Kanditamdi. Mercredi 24 juillet 2024, 8h25. L'avion transportant le président du Conseil national de transition du Mali et sa délégation se pose à l'aéroport international de Ouagadougou. À la descente du colonel Malick Diaw, il est accueilli par son homologue Ousmane Bougma, président de l'Assemblée législative de transition. S'ensuit un échange entre Burkinabés et Maliens, au cours duquel les grands axes de cette visite sont abordés. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une forte délégation composée de membres du CNT, mais aussi d'officiers sapeurs-pompiers, afin de parrainer cette cérémonie de la 12e promotion des officiers sapeurs-pompiers de l'Institut supérieur d'études des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique bien connue et me retrouver à Ouagadougou, parrainer une telle cérémonie en tant qu'officier, moi je trouve que ça c'est un grand signal. Un signal pour nos autorités, mais un signal pour l'AES. Permettez-moi de profiter de votre micro pour saluer les braves peuples sahéliens, je veux dire les braves peuples de l'AES. Nous savons que nous sommes aujourd'hui dans une dynamique qui nécessite beaucoup de courage afin d'affronter des défis. Encore une fois de plus, je voudrais vous rassurer que l'AES vivra et l'AES vaincra. Plusieurs activités sont au menu du séjour officiel de Malick Diaw à Ouagadougou. Outre le parrainage de la sortie de la 12e promotion de l'Institut supérieur d'études et de protection civile, le colonel va également rencontrer des autorités politiques et coutumières du Burkina Faso. Au menu également de la visite du président du Parlement malien, une audience à la présidence du Faso. Mais en attendant, c'est le traditionnel Conseil des ministres qui s'y est tenu ce mercredi. Sur la table du Conseil, plusieurs dossiers, des décrets ont été adoptés au titre de la présidence du Faso. L'un des décrets acte justement la création d'une commission de régulation des dysfonctionnements au sein de la fonction publique à burkinabé. Tous les détails avec Kwame Hervé Dapa. C'est l'une des informations majeures du Conseil des ministres de ce mercredi, l'adoption du décret de création de la CRD, la commission de régulation des dysfonctionnements. Quelle sera sa mission? Elle sera chargée de requérir l'application des sanctions à l'encontre d'un agent fautif et du supérieur hiérarchique qui ne requiert pas la sanction, de veiller à l'application des recommandations non mises en œuvre des rapports d'audit et de contrôle des structures et des corps de contrôle public, de suivre l'exécution des sanctions judiciaires et administratives
et de veiller à la mise en œuvre de leurs implications. D'assurer le traitement des dénonciations non poursuivies relativement aux faits traités par l'administration. Quel sera son champ d'action? Elle aura compétence sur toutes les structures centrales et déconcentrées des administrations civiles, paramilitaires et militaires, des collectivités territoriales, des sociétés d'État, des établissements publics de l'État et des associations reconnues d'utilité publique. Quel sera son mode d'organisation et de fonctionnement? La Commission de régulation des dysfonctionnements CRD comprend un conseil d'orientation chargé d'apprécier l'opportunité de l'action des comités ministériels, institutionnels ainsi que du comité spécial. Le conseil d'orientation peut être saisi par le président du FASO, le Premier ministre, le président de l'Assemblée législative de transition et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut s'auto-saisir des comités ministériels de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDM, exécutent les délibérations du Conseil d'orientation dans les départements ministériels. Les comités institutionnels de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDI, exécutent les délibérations du Conseil d'orientation dans les institutions constitutionnelles. Un comité spécial de régulation des dysfonctionnements, en abrégé CRDS, exécute les délibérations du Conseil d'orientation dans les administrations autres que les départements ministériels et les institutions constitutionnelles. La création de la CRD s'inscrit dans la dynamique de bonne gouvernance et de délivrance d'un service public de qualité impulsé par le chef de l'État. Je vous l'annonçais en titre, fier bilan à l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. L'agence qui supervise au moins une trentaine d'aéroports internationaux et plus de 75 aéroports nationaux et régionaux marque une halte à travers un conseil d'administration. Il se tient depuis ce matin à Ouagadougou sur fond de satisfaction car l'agence affiche un bénéfice de 50 milliards de francs CFA en 2023. Madina Sionou. Instance statutaire de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, les sessions du conseil d'administration permettent de définir les problématiques liées au développement du secteur des transports aériens dans les États membres. Au cours de cette réunion technique d'évaluation, ces administrateurs vont faire le point de l'exécution des décisions prises en 2023 en Conseil des ministres. Globalement, depuis plusieurs années, l'ASECNA travaille à relever le défi de la modernisation et de l'acquisition de matériel aéronautique. Nous, notre fonction première, c'est la sécurité. Et c'est pour cela qu'on l'appelle l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne. Vous le savez très bien, nous sommes une entreprise très connue dans le monde par son sérieux. Pourquoi? Parce que nous utilisons les derniers cris de tout ce qui est technologie. Nous avons par exemple, ces derniers temps, fait l'acquisition de la DSLB. La DSLB, si vous voulez, c'est un satellite qui, tous les 5 secondes, émet des signaux à tous les avions qu'on suit dans le monde entier. Pour vous dire donc qu'il n'y a pas plus sérieux, et je peux vous le dire, même les Européens n'ont pas le matériel que nous avons. Nous avons des satellites, toujours en permanence aussi. Cette rencontre, qui se tient 48 heures avant l'ouverture de la 73e réunion du comité des ministres, permettra également d'examiner l'état d'exécution du budget et définir les perspectives pour la bonne marche de l'institution. Les perspectives sont très bonnes, moi je peux vous le dire. Je n'ai pas encore les résultats financiers, mais ce que je peux vous dire pour l'exercice de l'année prochaine qui a été arrêté au 31 décembre de l'année dernière, souvent me dit, ne le dis pas. Mais moi, je le dis parce que j'en suis fier. 50 milliards de francs CFA de bénéfices. Rares sont les entreprises qui peuvent se targuer. Et ça, je vous le dis, cette année. Créée en 1959, l'ASECNA ambitionne faire du ciel africain un ciel unique selon le président du conseil d'administration. Dans ce sens, l'institution entend augmenter le nombre de ses membres.
L'offensive est en ce moment dans la région des Grands Lacs et de l'Afrique australe. Le Rwanda et la République démocratique du Congo vont très bientôt faire leur entrée dans l'organisation. C'est une enquête qui révèle que le Burkina Faso n'est pas à la hauteur en termes de transparence budgétaire. Sur 25 pays évalués, le Burkina Faso occupe la 94e place selon le rapport rendu public ce 23 juillet à la manœuvre. Le Centre pour la gouvernance démocratique en partenariat avec l'Institut général Thiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement et International Budget Partnership. Plus de précisions avec Abdou Aziz Sari. En matière de transparence budgétaire, le Burkina Faso est mauvais élève. C'est le résultat de l'enquête sur le budget ouvert 2023 réalisée par International Budget Partnership, IBP. Sur une échelle de 100, le Burkina Faso n'a obtenu qu'un score de 30, ce qui atteste que le pays ne favorise pas l'accès du public aux informations sur le mode de collecte et de dépense des ressources publiques par le pouvoir central. Globalement, effectivement, le Burkina est classé 94e sur 125 pays évalués dans le cadre de cette dernière édition de l'enquête sur le budget ouvert pour 2023. Effectivement, si on voit le classement, on voit que le Burkina est assez loin. C'est donc beaucoup d'efforts qu'il faudra faire pour permettre à cet État-là d'être encore beaucoup plus ouvert en termes d'accès à l'information budgétaire. Si vous regroupez le budget de l'État au nom des populations et que vous le dépensez au nom des populations, vous avez la responsabilité de rendre compte sur une année donnée comment vous avez collecté, vous avez dépensé cet argent-là. D'autant plus qu'on est à l'ère du budget ouvert, on est à l'ère de l'accès à l'information publique. Nos États doivent davantage faire des efforts pour communiquer plus sur la mobilisation et les dépenses de nos ressources publiques. En ce qui concerne la participation du public au processus budgétaire, l'enquête révèle que le Burkina Faso est en dessous de la moyenne mondiale avec le score de 11 sur 100. Le contrôle budgétaire par les parlementaires et institutions supérieures de contrôle est également jugé faible avec un score de 39 sur 100, toujours selon l'enquête. Le faible taux de contrôle est dû dans un premier temps à la budgétisation qui est allouée à l'autorité de contrôle. Il faut dire que la Cour de compte ne dispose pas en réalité, dans un premier temps, des moyens financiers qui leur permettront en réalité de bien faire leurs audits, leurs sorties, leurs contrôles. Également, le personnel, assez de personnel en termes de quantité qui vont leur permettre en fait, de couvrir et de pouvoir mener à bien ce contrôle-là. Pour permettre au pays de rehausser ses scores en matière de transparence budgétaire, de contrôle et de participation du public au processus budgétaire, l'Institut général Thiemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement IGD formule des recommandations. Les propositions, c'est de mettre d'abord en place un cadre législatif qui va encadrer la participation du citoyen à travers les représentations qui sont la société civile. Après ce cadre législatif-là, les différentes structures pourront s'organiser à l'interne pour faire intervenir les membres de la société civile. Cette 9e édition de l'enquête sur le budget ouvert a concerné la période de janvier à décembre 2022. Les activités précédentes et celles d'après cette période n'ont pas été prises en compte selon International Budget Partnership. Au ministère de l'Environnement, les acteurs sont en plein processus de réévaluation des textes dans le domaine de l'évaluation environnementale. 3 décrets sont sur la table des acteurs. Il est question de renforcer la qualité des pratiques et surtout de mieux protéger l'environnement et la santé des populations. Retrouve une fois de plus Abdou Aziz Sari. Afin de renforcer sa lutte pour la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, le ministère en charge de l'environnement réexamine ses textes environnementaux. Il s'agit de 3 projets de décret sur les évaluations environnementales et sociales soumis ici à l'appréciation des acteurs forestiers. Le premier projet de décret prévoit que désormais toute activité susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit faire l'objet d'une évaluation pour situer l'ampleur des dégâts que cette activité
pourrait avoir sur la faune et la flore. Prenons une activité minière. Alors, pour commencer la réalisation d'un projet minier, le promoteur est censé quand même faire des études pour qu'on essaie de voir si son projet est réalisable dans la zone par rapport, par exemple, à la présence de forêts classées, de la faune, ou bien également à la profondeur de la nappe phréatique, pour être situé sur d'éventuelles conséquences néfastes de son activité sur l'environnement et lui prescrire un ensemble de mesures ou de précautions à observer pour que son activité puisse se réaliser avec le moins de conséquences possibles sur l'environnement. Le deuxième projet de décret est celui portant en liste des activités, des politiques, plans et programmes soumis à évaluation environnementale et sociale. Il vise à déterminer la liste exacte des projets qui doivent obligatoirement faire l'objet d'études avant leur réalisation. Et ces activités seront catégorisées en 3 classes, la catégorie A, catégorie B, catégorie C et même catégorie D. Donc en fonction de la gravité de l'impact sur l'environnement, l'activité pourrait être classée en catégorie A ou en catégorie B ou en catégorie C ou en catégorie D. Quant au troisième projet de décret, portant modalité de réalisation de l'audit environnemental régulier, il oblige les promoteurs de projets en zone forestière à prendre des engagements en faveur de la protection de l'environnement. On viendra de façon périodique, soit tous les 3 ans ou tous les 5 ans, pour voir si vous respectez les engagements que vous avez prévus. Et même si vous respectez ces engagements, quel est le niveau de l'ampleur exacte de votre activité sur l'environnement et quelles sont les mesures correctives à prendre. Après leur validation par les acteurs de l'environnement, les 3 décrets seront déposés sur la table du Conseil des ministres pour adoption avant leur entrée en vigueur. À présent, cette question, comment mesurer la quantité d'eau tombée après une pluie? Des données hyper importantes pour les agriculteurs dans l'optique de la planification des cultures. Mais problème, la majorité des paysans ne maîtrisent pas le système. Mais grâce au projet Hydromètre, la donne devrait changer afin de faire bouger les lignes du côté de la région du centre-sud. Roméo Koïta. Pour la plupart de ces producteurs agricoles, c'est la toute première fois de voir un pluviomètre paysan. À tout drôle, chacun regarde avec beaucoup de curiosité. C'est la séance de formation théorique à l'utilisation de ce dispositif, une initiative du projet Hydromètre qui vise à améliorer la qualité des prévisions hydrométéorologiques et de les rendre accessibles aux populations. Le formateur leur explique comment mesurer la quantité d'eau tombée après chaque pluie et les différentes implications. L'activité se tient en pleine période pluvieuse. La présidente de la délégation spéciale de la commune de Bindé dans le Zoundouégo est venue les encourager. Elle les invite à bien assimiler les consignes. Après la phase théorique, place à la pratique. Chaque participant est doté d'un dispositif. Ils doivent apprendre à le fixer. Et voilà, ça doit être vertical. Voilà, ça doit être bien vertical. Le pluviomètre paysan est un outil d'aide à la décision pour un producteur. Pour un producteur, je prends un exemple. Si après j'ai eu à faire une fertilisation dans ma parcelle et que après cette fertilisation, la quantité d'eau qui est tombée, si je connais cette quantité d'eau, ça me permet de savoir est-ce que la quantité d'eau de pluie tombée n'a pas causé de lessivage dans ma parcelle. Est-ce qu'il ne faut pas faire un ajout en termes de fertilisation? Parce que les cultures ont besoin, ont un certain niveau de besoin, surtout en fonction des spéculations. Il y a chaque culture a son besoin spécifique en fonction des quantités de tombées et surtout du type de sol. Je peux corriger au fur et à mesure la fertilisation que j'apporte dans ma parcelle. Les 40 producteurs qui ont participé à la formation ont été dotés chacun de pluviomètres paysans. Ils sont chargés d'être des relais auprès de leurs pairs. Donc, arrivé à la maison, c'est nous maintenant qui vont savoir comment s'occuper des pluviomètres et les calculs. Ça va nous aider, en tout cas dans la production de notre chose, sang, le semencier, tout, donc ça va nous aider beaucoup.
Parce qu'avant, on utilisait des semences souvent, en tout cas à la fin de saison, souvent il n'y a pas de rendement. Mais avec le pluviomètre, en tout cas, on va savoir quelles semences utiliser pour avoir beaucoup de produits dans les fins de saison. La présente formation et la restitution des résultats sont assurées en collaboration avec la Croix-Rouge burkinabé afin de toucher plus de bénéficiaires et faire remonter les informations au niveau central. Il faut se dire qu'après l'installation et l'opérationnalisation des pluviomètres paysans, il y a un mécanisme de feedback qui sera mis en place pour permettre à l'ensemble de ces producteurs bénéficiaires de pluviomètres paysans de pouvoir répercuter les informations collectées et les décisions prises sur le terrain au niveau de l'Agence nationale de la météorologie pour pouvoir également confirmer la fiabilité des prévisions qui se font au niveau central et aussi faire les va-et-vient en matière de fourniture et de réception d'informations. Le projet va s'étendre à d'autres localités du pays. Plus de 10 000 pluviomètres paysans seront distribués avec l'ambition de toucher 750 000 bénéficiaires directs. Le projet de renforcement de la résilience climatique au Burkina Faso, Hydromet, est né de la volonté commune du gouvernement burkinabé avec l'appui technique et financier du Fonds vert climat et la Banque mondiale. Il vise à améliorer les services hydrométéorologiques, climatiques et d'alerte précoce du pays et de les rendre accessibles aux communautés cibles. À Ouaskal, on est plutôt porteur d'un système de lutte contre les ravageurs, une innovation qui devrait procurer un bien fou aux producteurs burkinabés qui ont pour hantise ces ravageurs. Roméo Koïta. Dans les régions du centre-ouest, du centre-sud et du plateau central du Burkina Faso, les producteurs de maïs, d'oignons et de tomates disposent désormais de solutions technologiques pour se prémunir des actions des ravageurs. Il s'agit de systèmes d'alerte précoce permettant de prévenir et de détecter l'apparition de ces insectes nuisibles. C'est une innovation mise en place par Ouaskal et ses partenaires dans le cadre du projet Système de gestion de précision des ravageurs et des maladies basées sur des mégadonnées multidimensionnelles. L'autre solution très importante est une application mobile que nous mettons à la disposition du Burkina Faso. Elle est destinée à être utilisée lorsque les maladies et les ravageurs ont déjà fait leur apparition sur le terrain. Elle permet également de détecter les maladies et les ravageurs afin de fournir des recommandations sur les actions à entreprendre. Ces applications déjà en expérimentation ont été officiellement lancées ce 18 juillet devant les parties prenantes en présentiel et en ligne. Impressionné par l'utilité de ces outils technologiques, le gouvernement burkinabé souhaite que d'autres spéculations soient prises en compte. Et ça ne prend en compte que 3 spéculations, notamment la tomate, l'oignon et le maïs. En tout cas, on espérerait que les prochaines fois que les autres cultures soient prises en compte, parce qu'on n'a pas que les 3 cultures au Burkina Faso, on a toute une multitude de cultures, de spéculations que nos producteurs produisent chaque année. Pour l'instant, le projet ne touche que 3 régions. Les acteurs de mise en œuvre souhaitent l'étendre à d'autres localités du pays, mais par insuffisance de moyens, ils plaident auprès du gouvernement burkinabé. We need more of this collaboration. We need funds. Nous avons beaucoup d'attentes vis-à-vis de cette collaboration avec le gouvernement burkinabé. Nous avons besoin de plus de financement pour vulgariser ces applications et pour les étendre à d'autres producteurs dans d'autres régions du pays. Et pour cela, nous avons besoin de moyens. Le projet Système de gestion de précision des ravageurs et des maladies basées sur des mégadonnées multidimensionnelles partage aussi avec les autorités en charge de l'agriculture du Burkina Faso les résultats des différentes recherches. Il s'agit de brochures détaillées de tous les principaux ravageurs et maladies répertoriées au cours des enquêtes. OMS Chorus, un tandem pour former 100 experts burkinabés
dans la gestion des urgences de santé publique. La formation a débuté du côté de Bobo Dioulasso ce lundi même. Oumou Koulsoum Savadogo, surtout Justin Dabiri. Depuis maintenant plusieurs années, le Burkina Faso fait face à une crise sanitaire. Avec la flambée de la dengue en 2023 et l'épidémie de rougeole en début d'année 2024, le Burkina Faso enregistre actuellement une épidémie à hépatite E dans la région du centre-nord. Pour apporter une réponse adéquate et efficace en cas d'urgence sanitaire au Burkina, le ministère en charge de la Santé, avec l'appui financier de l'Organisation mondiale de la santé, renforce les capacités de 100 experts de 7 départements ministériels. Au regard en tout cas de la configuration du Burkina Faso, et pour ce qui est de la résilience, parce que le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires est déjà activé pour pouvoir gérer les questions de résilience du système de santé. Nous avons également un système de surveillance que nous pensons être assez performant. Donc du reste, nous avons une difficulté qui est en termes de pouvoir mobiliser et déployer des équipes rapidement sur le terrain lorsqu'il y a une situation d'urgence. Et c'est ce gap qui est en train d'être comblé grâce en tout cas au soutien technique et financier de l'Organisation mondiale de la santé. Ce premier atelier que nous tenons pour former ces 100 experts, c'est vraiment les outiller pour ce qui est du management des urgences de santé publique. Ce premier atelier de formation entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Search, renforcer et utiliser les groupes d'intervention. C'est une initiative adoptée par les ministres de la Santé de 47 pays africains. Qui vise en fait à renforcer les capacités des différents pays, des 47 membres, renforcer leurs capacités en matière de détection, en matière de réponse aux urgences sanitaires. Et le présent atelier vise en tout cas à renforcer vraiment les capacités d'un certain nombre d'acteurs au niveau du Burkina Faso, issus de différents ministères, départements ministériels, pour justement avoir des compétences en matière de réponse aux urgences sanitaires. Nous attendons des différents participants de s'engager déjà dans la réponse aux urgences et d'être vraiment attentifs à tout ce qui va être donné pour être bien préparés afin de pouvoir être efficaces et répondre avec efficience aux urgences de santé. Ce renforcement de capacité des experts va durer un mois de façon espacée. La première phase, qui est prévue pour durer une semaine, couvre 4 modules dont le lancement porte sur la coordination des urgences de santé publique. C'est une quasi-première au Burkina Faso, un centre exclusivement dédié au métier de la voix off. La première promotion de diplômés formés à Voice Academy a achevé sa formation, une quinzaine au total. Ils ont été formés dans les filières de la voix off, l'animation radio-podcast et l'animation commerciale. Maxime Milboudou, Hervé Yerbanga. Elle constitue la première cohorte formée au métier de la voix parlée au Centre Voice Academy. Durant 5 mois, ces étudiants ont appris à sculpter leur voix, à maîtriser leur respiration et la diction. Avec les mêmes mots, les acteurs peuvent produire des voix et des émotions différentes en fonction du public cible. Bonjour, je suis Nadia Traoré-Nian, étudiante à la Voice Academy. Bonjour, je suis Nadia Traoré-Nian, étudiante à la Voice Academy. Ces techniques vocales sont utilisées dans la conception des spots radio et télé. Cette manière de poser la voix répond à un certain nombre de codes que Voice Academy s'évertue à promouvoir. La première promotion jugée apte à communiquer efficacement reçoit leur parchemin. La voix est désormais pour eux un atout pour s'insérer dans la vie professionnelle. Pour nous, l'animation commerciale était seulement monter sur un podium et puis s'amuser avec le public, partager des gadgets. Alors qu'être animateur commercial, ça va au-delà de ça. Être animateur commercial, c'est savoir mieux présenter le produit, mieux présenter l'entreprise, mieux présenter les services que proposent les entreprises. Forte d'une quinzaine de personnes, la promotion baptisée Résilience est issue des filières de formation comme l'animation commerciale, la voix off et l'animation radio-podcast. Pour les initiateurs, l'idée est de valoriser le secteur et vendre des compétences.
La communication en présence réside sur 3 piliers essentiels que sont le visuel, le verbe et la voix qui est chiffrée à 38% pour montrer l'impact justement de cet outil-là. Mais cet outil, mal exploité, mal utilisé, n'aura pas l'impact escompté. Donc il est important de travailler la modulation, travailler la respiration, savoir donc placer la voix, utiliser le silence pour marquer, pour je dirais donc créer des émotions. Le centre académique de Voix Parlée ne célèbre pas seulement ses lauriers, mais tous les pionniers dans les métiers de la voix off, comme Ambroise Tapsoba, Mariam Ilboudo et Alpha Ouedraogo. Des devanciers qui ont fait de la voix un élément essentiel dans la communication. Ça me replonge encore 20-25 années en arrière, quand on démarrait un peu ce métier-là, cette activité. C'était pas très évident. Je me rappelle encore que pour les premières fois où on posait les voix, c'était quoi, payer à 1000 francs, 1500. Quand je vois aujourd'hui que les poseurs de voix sont entre 50, 100, 150 000, 200 000, c'est une réelle avancée qui a été opérée donc dans ce métier-là. Je pense qu'un cadre aussi formel qu'est donc Voice Academy permettra de mieux faire connaître ce métier. La prochaine rentrée à Voice Academy, c'est pour le mois d'août prochain. Elle va concerner les étudiants inscrits dans les filières commerciales indépendantes, présentation télé et chroniqueurs sportifs. Un débat démographique pour marquer d'une pierre blanche la commémoration différée de la Journée mondiale de la population. Il aura permis de faire des propositions pour l'amélioration des informations statistiques nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques. Abdou Aziz Sari. La problématique de l'insuffisance de données statistiques au cœur de l'édition 2024 des 24 heures de débat démographique national. Au Burkina Faso, les données statistiques sont insuffisantes en quantité et en qualité selon la Direction générale de l'économie et de la planification. Pourtant, sans données et informations statistiques probantes, il est difficile d'élaborer des politiques de développement efficaces à même de garantir le bien-être des populations. C'est au regard de son importance que les acteurs échangent ici sur les liens entre la démographie, la collecte des données et le développement en vue d'appréhender les besoins croissants en données statistiques. Des échanges qui devraient aboutir à des propositions pour l'accroissement en quantité et en qualité des informations statistiques nécessaires à la mise en œuvre des politiques de développement au Burkina Faso. Vous l'aurez constaté lors de la communication inaugurale, on est revenu un peu plus ou moins sur la loi sur le pilotage et la gestion du développement qui balise globalement comment le système de planification devrait être organisé. Et derrière, bien sûr, cette loi, un des éléments clés qui permet une meilleure mise en œuvre de la planification au niveau national, c'est la question des données. Et donc la donnée constitue un élément essentiel dans la culture des résultats. La donnée constitue également un élément essentiel pour permettre d'avoir une évaluation de qualité. Et la donnée permet davantage, à partir de l'existence des données probantes, de mieux planifier les actions à venir. Donc c'est un élément clé du système de planification nationale. Dans un contexte d'insécurité où de nombreuses zones restent encore difficiles d'accès au Burkina Faso, il s'agira également pour ces acteurs de réfléchir sur des solutions innovantes de collecte de données utilisant les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle. C'est de travailler à mieux intégrer les technologies pour pouvoir mieux collecter les données. Donc il y a les big data qui vont être mobilisés, il y a l'intelligence artificielle qui doit être mobilisée, mais derrière effectivement la mobilisation de la technologie, il faut s'assurer de la protection effectivement des données personnelles, mais que ces données-là servent effectivement d'outils d'aide à la décision à la fois dans le public que dans le privé, mais garantissent également l'amélioration continue du bien-être des populations. Ces 24 heures de débat démographique est une des activités commémoratives de la Journée mondiale de la population, célébrée tous les 11 juillet.
C'est au cours d'un atelier national que l'avenir des ensembles artistiques nationaux s'est discuté ce 23 juillet à Ouagadougou. Mis en place en 1994, ces ensembles artistiques connaissent une léthargie de laquelle des acteurs culturels veulent les sortir. 5 défis majeurs ont donc été identifiés pour être relevés pour une renaissance. Luc Parvelgen. C'est de la renaissance et de la redynamisation des ensembles artistiques nationaux dont il est question à cet atelier au CNASA, le Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. Créé en 1994, ces ensembles artistiques ont contribué à la promotion de la diversité culturelle du Burkina Faso à travers leur répertoire composé de danse et de chorégraphie traditionnelle et de musique des communautés ethniques du pays. Le Ballet national du Burkina et l'Orchestre national du Burkina en sont des illustrations. De nos jours, ces ensembles éprouvent d'énormes difficultés qui minent leur fonctionnement, d'où cette rencontre pour trouver des solutions afin de les rendre plus opérationnels. Ce qu'il faut dire, c'est que techniquement, il y a 3 changements majeurs. D'abord, le nombre des ensembles artistiques va connaître une augmentation. Avant, nous avions un ballet national et un orchestre national avec un ensemble instrumental qui ne marchait pas. Maintenant, nous allons avoir, en plus de l'orchestre national et du ballet national, un ensemble philharmonique et un théâtre national. Ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est que le financement de ces ensembles, la prise en charge, si vous voulez, du fonctionnement de ces ensembles va avoir un ancrage juridique. Parce qu'à la création, ces ensembles artistiques étaient arrimés aux engagements nationaux du chef de l'État à l'époque. Le décret que nous proposons va permettre d'avoir une source pérenne de financement du projet. Et enfin, troisièmement, il y aura un système beaucoup plus clair, un système beaucoup plus transparent de recrutement du personnel des ensembles artistiques. Le plan de relance des ensembles artistiques nationaux s'avère plus que nécessaire de l'avis du CNASA. L'affirmation de la souveraineté nationale du Burkina Faso passe par la préservation de l'identité culturelle, sans oublier les enjeux économiques, sociaux et culturels qui justifient cette relance. Et le budget donc, qui nous a été présenté ici, plus de 500 millions, sera mobilisé en tout cas par les premières autorités, par tous les moyens. En tout cas, les stratégies sont déjà en place et nous allons donc travailler à ce que toutes les conditions soient réunies, notamment en matière donc de formation, de renforcement des capacités et en termes de moyens de travail et de cadres de travail, voilà, pour ces ensembles artistiques, pour qu'ils puissent encore une fois briller, voilà, sur la scène internationale. L'objectif global de cet atelier est de renforcer la structure organisationnelle et les performances des ensembles artistiques nationaux pour une meilleure contribution au développement des industries culturelles et créatives, à la démocratie et au rayonnement culturel. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis partout au Burkina Faso et plus précisément depuis les localités de Siglé dans le Boulkiamdé. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.